Merci pour votre présence. Donc, cette session sera menée par Orlando Daci du Québec, donc du Canada. Donc, la session va se décomposer en deux parties. Une première session où Orlando va nous présenter son savoir-faire en 30 ou 35 minutes. Et ensuite, nous aurons 10 à 15 minutes de questions-réponses. Je laisse la main à Orlando Daci. D'accord. Merci pour l'introduction, Didier. Merci à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à cette deuxième édition de la Journée du Cloud, la plus grande webconférence concernant le cloud en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, justement, on se retrouve pour un sujet que je souhaiterais vous présenter. Beaucoup plus un partage d'expérience qu'autre chose. Dans le titre s'intitule « Un pied dans le cloud et un pied sur la terre ». Alors, le contenu se déroulera tel que suit. Dans un premier temps, nous allons parler de pourquoi les entreprises migrent vers le cloud, les raisons qui poussent les entreprises et les business à migrer leur infrastructure vers le cloud, le déploiement sur site, qui est aussi hyper intéressant. On parlera du concept un pied dans le cloud, un pied sur la terre, et aussi un cas pratique que j'ai préparé pour vous dans lequel on discutera d'un diagramme d'architecture très précis, des configurations, la communication entre services, la base de données, le cache, pour un exemple très précis que j'ai mis en place, de la sécurité et d'autres aspects. À la fin aussi, on discutera de quelques points, de quelques avantages et quelques inconvénients du concept un pied dans le cloud et un pied sur la terre. C'est vrai qu'au début, je l'avais intitulé un pied dans le nuage et un pied sur la terre, mais pour donner un peu un aperçu du contenu de la présentation, j'ai remplacé nuage ici par cloud, bien que c'est presque similaire en tout cas. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Plusieurs raisons poussent les entreprises et les business aujourd'hui à migrer leur infrastructure dans le cloud. Et parmi ces raisons, qu'on dénombre justement parfois au nombre de 7 ou de 6, parce que certains cloud providers préfèrent jumeler l'élasticité et la scalabilité ensemble. Certains termes sont en anglais pour plus de convenience. Ici, on parle beaucoup plus de l'agilité comme l'une des raisons favorites qui poussent les business à migrer leur infrastructure vers le cloud, parce que le cloud leur permet d'avoir une certaine flexibilité sur le plan opérationnel. Sans le cloud, par exemple, si vous avez besoin de démarrer, que ce soit un data center ou une instance serveur de façon physique, parfois ça demande beaucoup sur le plan opérationnel, c'est-à-dire démarrer les instances de façon physique, les maintenir sur la durée, s'assurer qu'en cas de panne, vous puissiez démarrer vos instances. Ou avec le cloud, avec quelques clics dans un dashboard ou quelques fichiers de configuration, si vous utilisez du CI/CD, vous pouvez bien sûr démarrer des instances, faire partie des containers, tout ce que vous voulez, des data centers, sans grosse action manuelle de votre part. L'élasticité et la scalabilité aussi sont deux concepts majeurs qui poussent les entreprises à aller dans le cloud, dans le sens où elles souhaiteraient, pour des montées en charge, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui utilisent le service, que leur infrastructure puisse scaler et puisse déscaler. C'est-à-dire que leur infrastructure puisse avoir plus de ressources pour supporter la demande et aussi, bien sûr, diminuer ces ressources s'il n'y a pas de forte demande. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les laisser dans le chat. Je ferai l'effort pour les répondre. Le disaster recovery est aussi l'un des concepts les plus importants qui pousse les entreprises à migrer dans le cloud. Si vous avez suivi des présentations passées, surtout la présentation de M. Mamadou, Lehi et Mesdames Aïda et Abibata, qui parlaient justement des raisons qui poussent les entreprises à migrer vers le cloud. C'était un peu une phase d'introduction pour parler du cloud de façon générale. Mais moi, dans cette présentation initiale pour cette journée du cloud, j'ai tiré pas mal d'éléments que j'ai aussi jugés intéressants. Donc, je ne reviendrai pas tellement en détail sur ces raisons-là, mais on va juste exposer un cas pratique que moi j'ai mis en évidence qui m'a permis de supporter plusieurs projets de migration. Alors, si nous allons vers la slide suivante ici, c'est vrai, le cloud, c'est très beau, il y a plusieurs fonctionnalités qui nous sont rendues possibles, mais il ne faut pas oublier aussi qu'avant le cloud, on effectuait toujours des déploiements. Il y avait des choses qui étaient effectuées et plusieurs avantages aussi peuvent être notés à l'utilisation des infrastructures qui sont on-site, comme on les appelle le plus souvent sur site, ou les infrastructures on-premise. Il y a des raisons de coût, de sécurité, de conformité, compliance et performance. Le coût ici, c'est dans le sens où certaines entreprises, pour des cas très précis, ont jugé que les coûts à démarrer leur infrastructure on-premise, c'était beaucoup plus alléchant que les coûts du cloud. Là, c'est au cas par cas. Dire que le cloud permet d'optimiser les coûts, ça ne veut pas forcément dire que pour tout type d'entreprise, pour tout type de service, pour tout type d'infrastructure, les coûts seront toujours moindres dans le cloud.
Ceci n'est pas vrai. C'est vraiment au cas par cas. Donc, certaines entreprises, justement, jugeaient bon de démarrer leur infrastructure personnelle à leur serveur sur site parce que c'était beaucoup plus alléchant. C'est vrai que le cloud, les déploiements en site ou alors on-premise ont cet inconvénient d'avoir des lourds coûts de prime abord. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, mettre en place un data center, ça vous demanderait d'acheter beaucoup de serveurs, par exemple, et beaucoup de matériaux réseau pour mettre cela en place sur le plan physique. Vous devez les acheter dès le jour 0 ou bien dès le jour 1, si vous voulez. Par contre, si vous allez vers le cloud, vous pouvez simplement démarrer des services et payer au fur et à mesure que vous utilisez les services dans le cloud. Pourtant, ces entreprises-là, justement, ont noté que les coûts qu'ils dépensaient pour mettre en place l'infrastructure de façon physique étaient amortis dans le temps. Ça peut être compliqué pour une startup, par exemple, qui démarre un service, qui démarre on va dire, un SaaS, par exemple, et se dit peut-être innover dans un domaine, et devoir dépenser, c'est un exemple que je prends, 10 millions de francs juste pour mettre en place de l'infrastructure physique et après aller sur le marché se rendre compte que leur service n'est même pas apprécié par les utilisateurs. Ça, ce sera d'énormes pertes financières pour ces startups. Et pourtant, avec le cloud, on peut démarrer les infrastructures de façon virtuelle, tester les services, aller expérimenter sur le marché, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ça nous permet d'optimiser aussi en termes de coûts pour certains cas très précis. Et aussi, mettre des infrastructures en place de façon physique a d'autres avantages, notamment sur le plan de la sécurité. Il est très clair que certaines entreprises auront plus d'avantages à déployer certains de leurs modules ou bien certains de leurs services de façon physique. Prenons le cas, par exemple, du domaine bancaire. Et c'est très général que la plupart des entreprises qui opèrent dans le domaine bancaire ne déploient pas tous leurs services dans le cloud. Sinon, ils auront beaucoup de problèmes sur le plan de la sécurité. Ça ne veut pas dire que déployer un site aussi garantit la sécurité maximale pour ces entreprises-là, parce que la sécurité est toujours vérifiée sur tous les plans, que ce soit dans le cloud ou que ce soit en site ou en premise, vous devrez gérer l'aspect sécurité de vos services. Le volet compliance ou conformité aussi, c'est un critère très important pour les entreprises. Si on prend cet exemple des entreprises qui opèrent dans le domaine de la santé, ces entreprises-là ne peuvent pas utiliser le cloud de la même façon que nous pour stocker les informations médicales parce que ce sont les informations sensibles de leurs patients. Et il y a plusieurs standards et plusieurs règles à respecter de ce côté-là aussi. Donc, plusieurs de ces types d'entreprises préfèrent avoir certains de leurs services déployés on-premise, déployés sur site pour éviter d'avoir des problèmes sur le plan légal. La performance aussi est un critère parce que il est très clair que si vous démarrez une ressource on-premise qui a les mêmes spécifications qu'une ressource virtuelle, pas virtuelle ici j'entends par là un VPS, un Virtual Private Server. Un Virtual Private Server de 2 Go de RAM, je pense qu'il performera moins, de façon générale c'est ça, qu'un serveur physique de 2 Go de RAM, parce que de toutes les façons là on parle de serveur physique, il exploitera les ressources de façon beaucoup plus efficiente, de façon beaucoup plus approfondie qu'un VPS qui est juste une virtualisation. C'est vrai aussi que dans le cloud c'est possible d'avoir des serveurs dédiés. Bon, là c'est un autre débat. Si vous connaissez Dami Kamiran, il est aussi présent sur LinkedIn, lui dit que le localhost, c'est votre meilleur fournisseur de cloud. Ceci dans le sens où vous ne pouvez pas négliger le localhost. Il apporte beaucoup d'avantages. Par localhost, ici, vous pouvez entendre par là, déploiement en site, déploiement en premise. Il apporte beaucoup d'avantages, surtout pour les équipes techniques. Dans le sens où, si vous travaillez dans un projet, vous avez un nouveau collègue qui rejoint le projet, ça sera plus facile pour ce collègue-là de prendre en main le projet, surtout si ce projet est disponible en local sur son ordinateur ou dans l'infrastructure de l'entreprise. S'il n'a pas besoin d'effectuer d'autres actions dans le cloud pour comprendre le projet, pour le tester, il le prendra en main beaucoup plus facilement. C'est aussi la raison pour laquelle très récemment, on voit déjà beaucoup d'offres d'emploi sur Internet pour les développeurs logiciels où on demande d'avoir des notions dans le cloud. Ça, c'est parce qu'il y a plusieurs services déjà aussi qui sont utilisés de façon très jointe avec le cloud pour pouvoir effectuer des tâches précises. Et là, ça demande aux développeurs beaucoup plus de notions, beaucoup plus de connaissances pour pouvoir opérer au quotidien en tant que développeur. Un autre aspect concernant cela aussi, c'est au niveau des connaissances. Parce que moi, par exemple, en début de carrière, j'avais une très grande facilité à démarrer des conteneurs, démarrer des conteneurs sous forme de batch process. Pour le batch process pour effectuer des actions avec une certaine fréquence. Mais je n'avais aucune notion de c'était quoi un conteneur, c'était quoi un orchestrateur. Mais étant donné que dans le cloud, on a des facilités pour avoir accès à ces outils, c'était très facile pour moi de les démarrer, mais je ne pouvais les expliquer parce que je ne les ai pas expérimentés en profondeur sur le plan local, dont je ne connaissais pas vraiment la technologie en soi. Donc, c'est aussi l'un des avantages de travailler sur le mode local ou sur le mode on-premise parce que là, on maîtrise la technologie de façon fondamentale et maintenant, avec des facilités comme les services cloud qui
offre ces mêmes fonctionnalités que nous utilisons en local. Ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Mais là, au moins, on maîtrise déjà comment la technologie en elle-même, elle fonctionne. Alors, là, nous venons de parler de quelques avantages à effectuer les déploiements on-site, on-premise, dans vos locaux pour votre entreprise. On a aussi parlé du cloud, des avantages qui poussent les entreprises à arriver vers le cloud. Et ça nous amène justement vers le vif du sujet de cette présentation, qui est le concept un pied dans le cloud et un pied sur terre. Ici, ce concept consiste uniquement à mettre l'accent sur le fait que peut-être il n'y a pas de question, il n'y a pas de choix à faire entre le cloud et la terre, ou alors entre le cloud et les infrastructures physiques. Ici, il relève juste à l'entreprise ou aux personnes qui s'aventurent dans ce sens d'effectuer les bons choix qui les permettent d'atteindre leurs objectifs. Le choix ici n'est pas de est-ce que je dois aller dans le cloud ou est-ce que je dois faire des déploiements on-site. Le choix est plutôt de qu'est-ce qui me permet de facilement mettre en place mon infrastructure en respectant tout cet ensemble de sécurité, de conformité, de prise en main, de cost optimization et tout ce qui tourne autour. Et c'est de ça dont nous allons parler. Et c'est juste un développement ou une architecture, pardon, qu'on considère ou on appelle simplement, qu'on caractérise simplement d'hybride. Alors, pour le cas pratique que j'ai préparé pour vous, puisque vraiment, je le retire vraiment de mon expérience personnelle de plusieurs projets de migration que j'ai conduits. La stack technique, pour faire simple, ce sera Node.js, MongoDB pour la base de données, Redis, JWT et AWS. Pour faire simple ici, nous avons un contexte très simple. Supposons que nous voulons réaliser une application, un Customer Relationship Management, qui a peut-être 3 modules. Supposons un module A pour gérer les utilisateurs, un module B pour gérer les prospects, un module C pour gérer la publication des articles. C'est un exemple très simple. J'ai préparé pour vous un diagramme d'architecture qui vous explique un peu c'est quoi les différents composants qu'on va retrouver dans cette infrastructure et comment est-ce qu'eux, ils interagissent entre eux. Et là, vous pouvez voir qu'un utilisateur qui est, par exemple, à l'extérieur du système, qui utilise que ce soit un mobile ou un ordinateur pour pouvoir avoir accès à notre service, il suit ce chemin-ci. Le premier composant que lui rencontre, c'est une API Gateway dans AWS. Là, supposons qu'on a déployé déjà le projet dans AWS. Et le API Gateway va décider à partir de la requête que lui a soumise, quel module est à mesure de répondre à cette requête. S'il se rend compte que c'est le module A qui doit répondre à la requête arrive à ce niveau. Et la requête ce module A, justement, peut effectuer beaucoup de tâches de processing en interne, récupérer des informations dans la base de données, récupérer des informations dans le cache si nécessaire, interagir avec d'autres modules en utilisant des communications synchrones API ou des communications asynchrones, suivant le mode publish and subscribe. Et une fois que les données sont rassemblées, on retourne la requête à l'utilisateur. Et bien sûr, ici, le protocole JWT, le standard JWT, pardon, est utilisé pour maintenir la sécurité. On reviendra dessus plus tard. Et ici, vous pouvez très bien voir que ici, nous, on a essayé d'effectuer un déploiement pour maintenir justement ce concept de un pied dans le cloud, un pied sur la terre. On effectue un déploiement qui peut être utilisé à la fois que ce soit côté on-premise, si on choisit d'effectuer un déploiement on-premise, et aussi un déploiement qui peut être effectué dans le cloud si on choisit de le déployer dans le cloud. C'était beaucoup plus facile d'effectuer un diagramme pour le cloud. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et vous pouvez très bien voir que chaque module ici peut avoir accès à une base de données qui lui est propre, ou alors tout cet ensemble peut simplement être une base de données MongoDB qui enregistre les informations pour le système en entier. L'un des avantages aussi ici que nous avons en utilisant ce type d'architecture, c'est qu'on peut facilement découpler les différents composants qui interagissent dans le système et ça permet une très grande flexibilité en général. On reviendra sur chacun de ces éléments durant les slides suivantes. Alors, pour mettre cela en place, justement, étant donné que l'objectif pour nous, c'est de mettre en place un système, si vous me suivez depuis le début, qui peut être déployé à la fois on-premise et aussi dans le cloud pour bénéficier des avantages des deux, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Ici, par exemple, si on veut effectuer le déploiement de ce module, je vais vous montrer un seul module, par exemple, on-premise. Je vais simplement l'appeler durant toute la présentation déploiement serveur. On peut utiliser l'outil Forever, qui est un package NPM, ou alors l'outil PMD aussi, c'est un package NPM qui permet de maintenir les processus Node.js actifs. Lorsque vous démarrez le projet avec ces packages-là, si par exemple votre processus Node.js tombe en panne pour une raison ou pour une autre, l'un de ces packages pourra redémarrer votre service pour assurer une certaine continuité à basse échelle, je précise bien. Ça, c'est pour le mode déploiement on-site ou alors on-premise, votre infrastructure à vous.
supposez maintenant que vous voulez effectuer aussi pour certains de vos modules, pas pour tous les modules, parce que l'objectif, c'est de bénéficier des deux mondes. Si pour certains de vos modules, vous voulez effectuer un déploiement dans le cloud en utilisant justement le service AWS Lambda, ici, vous avez la possibilité, parce que moi, dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé Clojia.js, qui est un outil qui a un ensemble de commandes qui interagissent directement avec le SDK d'AWS pour nous permettre d'effectuer des tâches de déploiement. Ça, c'est le 1. Et le 2, maintenant, dépendamment de la technologie que vous avez choisie, il s'agit d'un projet Node.js, vous pouvez utiliser le package Serverless HTTP qui vous permet d'émuler le comportement d'un serveur ou alors qui vous permet à ce que le service AWS Lambda puisse comprendre les requêtes, toutes les instructions qui sont passées ou qui ont été mises en place dans votre application Node.js à travers votre framework web MVC. Ici, j'utilise Express.js pour ceux qui sont du milieu Node.js. Par contre, si vous travaillez avec un projet Python, il y a un paquet similaire, une dépendance, comme on appelle dans l'environnement Python, qui s'appelle Mangoom, qui permet aussi aux applications Python, que ce soit développé avec le framework Django ou bien un autre framework, de pouvoir être déployé sous forme de Lambda Function sans effectuer de modifications gigantesques et fonctionner de la même façon que ces projets Python fonctionnaient pour un déploiement serveur standard. Donc ici, nous comprenons que nous avons deux modes de fonctionnement dans notre infrastructure, le mode de déploiement serveur et le mode de déploiement dans le cloud. Ici, justement, comment est gérée la sécurité de façon générale? Parce que lorsqu'on réalise une application qui est décentralisée, il faut aussi avoir, qui est décentralisée et flexible, je précise bien. Il faut aussi avoir des méthodes et des stratégies qui permettent à tous ces services de fonctionner de façon décentralisée et flexible à tous les points, que ce soit côté sécurité, côté enregistrement des données et tout ce que vous pouvez définir par la suite. Pour la sécurité, ici, nous avons choisi JWT parce qu'il est très décentralisé pour effectuer une sécurité. Pour deux modules, un qui est déployé on-site, on-premise, et l'autre qui est déployé dans le cloud, pour qui partagent la même sécurité avec le standard JWT, vous avez simplement utilisé la même clé de chiffrement, que ce soit un chiffrement symétrique ou asymétrique derrière, peu importe. Aussitôt que vous avez la même clé, les deux modules peuvent comprendre si un utilisateur est connecté ou pas, peuvent comprendre si un utilisateur a des droits d'accès à une ressource ou pas, et fonctionner comme si de rien n'était. Alors, côté base de données, comme j'ai dit initialement, j'ai utilisé MongoDB comme système de gestion de base de données. S'il n'y a pas vraiment de stratégie gigantesque pour savoir pourquoi ne pas avoir choisi MySQL ou pas, là n'est vraiment pas le débat. Il fallait prendre un HDBD, j'ai choisi MongoDB. Et MongoDB, ici, vous pouvez l'installer sur votre serveur en physique dans votre entreprise et le gérer de façon autonome. Et aussi, vous pouvez utiliser le service cloud MongoDB Atlas, qui est un service créé par l'entreprise même qui a créé MongoDB, un service très utile et très performant dans le cloud. Bien sûr, que ce soit vos modules que vous avez déployés on-premise et ceux que vous avez déployés dans le cloud, les deux peuvent avoir accès à votre base de données MongoDB. Il suffit d'avoir la chaîne de connexion ou les paramètres, les credentials de connexion et tout le reste devrait fonctionner sans problème. Alors, c'est très commun que pour les applications aujourd'hui, nous mettons en place un processus qui permet d'effectuer, d'optimiser les opérations que nous effectuons dans la base de données, notamment les requêtes qui sont les plus fréquentes, on met en place un cache qui permet d'abstraire le fonctionnement de la base de données. Et l'un des principes ou alors l'une des stratégies les plus communes lorsqu'on utilise Redis, par exemple, pour faire du cache avec nos données, c'est d'utiliser le mode cache miss, cache hit. Cache miss ici, c'est un principe suivant lequel, si pour une requête qui entre, nous avons besoin de récupérer, je prends un exemple très simple, un article dans la base de données, cet article n'est pas disponible dans le cache, alors nous effectuons une requête pour récupérer cet article dans la base de données, nous enregistrons cet article dans le cache et nous retournons la donnée à l'utilisateur. Mais pourtant, si dans le deuxième contexte, le cache hit, cette information, l'article que nous venons chercher, est disponible dans la mémoire cache, nous n'avons plus à effectuer l'opération supplémentaire pour récupérer l'information dans la BD, puisque nous l'avons déjà, bien sûr. On retourne directement cette information à l'utilisateur. Et dans ce cas d'espèce, Redis peut être utilisé que ce soit on-premise ou dans un déploiement dans le cloud. On-premise, vous allez simplement démarrer Redis et l'utiliser naturellement comme tout autre outil. Tandis que dans le cloud, vous pouvez utiliser des services similaires à AWS Elasticache, qui est un service cloud qui vous permet de démarrer des clusters Redis dans le cloud de façon très efficiente. Vous pouvez retirer des nodes dans votre serveur, dans votre cluster, pardon, juste en faisant un clic, augmenter les ressources RAM,
CPU, ce que vous voulez en effectuant les configurations dans votre console AWS. Alors, l'un des concepts les plus importants, justement, lorsqu'on met en place une architecture décentralisée de cette façon, c'est parfois la communication entre les différents services. C'est l'un des éléments les plus importants. Ici, nous avons réservé 2 modes de communication entre les modules, on va dire, on les appelle les modules, tout simplement. Le mode synchrone, pour le mode synchrone, on utilise le protocole REST API. C'est très simple. Vous effectuez une requête API, vous récupérez une donnée, vous effectuez d'autres tâches par la suite. Et si vous voulez effectuer un échange plutôt asynchrone, ici, nous allons utiliser le principe Publish and Subscribe, le pattern Publish and Subscribe, si vous voulez. C'est-à-dire, nous effectuons, si nous voulons communiquer une information au service B, étant dans le module, au module B, pardon, étant dans le module A, nous avons simplement envoyé un événement dans un gestionnaire d'événements très précis. Et le module B, lui, va écouter les événements qui sont envoyés de ce côté-là pour pouvoir faire les tâches de processing par la suite. Nous aussi, dans le module A aussi, nous pouvons écouter les événements qui nous sont propres pour effectuer notre tâches. Dans le cas pratique, je vous montrerai cela. Alors, je vais venir tout de suite, parce que là, c'est censé être c'est vraiment un cas d'espèce, un cas d'utilisation d'une architecture hybride dont on va parler directement technique, en supposant que vous avez appris un tas de choses dans les précédentes présentations. Ici, je vais déjà vous faire une démo. Étant donné que ici, nous avons bâti un module qui permet d'effectuer un déploiement, que ce soit on-site ou alors dans le cloud, nous allons bien sûr effectuer ces déploiements-là pour voir comment ça fonctionne. Déjà, dans mon fichier package.json, pour ceux qui sont habitués à Node.js, vous voyez, il y a 2 commandes très importantes dans ce fichier que j'ai mis en place. La commande start qui permet de démarrer le projet tout simplement en local. Et vous pouvez remplacer cette commande par le package forever et PM2 dont je parlais tout à l'heure pour effectuer un déploiement si c'est dans un environnement un peu plus en production. Mais on ne va pas aller en détail jusque-là pour l'instant. Si je veux démarrer le projet en local, j'ai juste à taper la commande npm start. Ici, le projet, normalement, il doit être démarré. Le projet va initialiser certaines constantes, variables et consorts, s'assurer que la connexion au cache Redis fonctionne, que la connexion à MongoDB aussi fonctionne, et puis, boum, le service doit être disponible. Pour les tester, je peux ouvrir Postman rapidement ici, sur mon périphérique. J'ai une requête ici qui permet de récupérer, qui permet simplement de tester une route publique pour voir si elle est disponible. Là, je suis en local. Le déploiement est accessible sur le port 3000. J'effectue la requête. Vous voyez que j'ai une réponse ici qui me précise que le mode de déploiement que j'ai utilisé ici, c'est le mode local. Je mets l'accent dessus parce que j'ai une variable d'environnement que j'ai mis ici en place qui s'appelle node.env qui me précise le mode de déploiement de mon projet. Supposons maintenant que je vais déployer le même projet dans le cloud. Ici, je vais faire 2 déploiements dans le cloud. Un déploiement en mode développement, un déploiement en mode production. Ici, j'ai 2 fichiers distincts, dev.js qui me permet de renseigner les variables d'environnement pour le mode de déploiement dans le cloud en tant que lambda function. Ici, là, vous voyez que la variable d'environnement, ici, elle est plutôt dev. Tandis que dans le fichier prod.json, c'est prod. Le reste ne change presque pas. Nous avons la clé de connexion à notre instance MongoDB, la clé de connexion à notre instance Redis pour le cache. Ici, nous avons le SNS topic qui nous permettra de faire les interactions publish and subscribe entre les différents modules du système. Alors, pour déployer dans le cloud ici, très simple. Avec toutes les configurations que j'ai effectuées dans le fichier package.json, je peux me permettre simplement de taper la commande npm run deploy, deploy dev. Je démarre. Bon, pendant que lui déploie, côté cloud, ici j'utilise Amazon Web Services comme cloud public, je vous montrerai un aperçu de ce que moi j'ai de mon côté au niveau de Redis. J'ai utilisé le service Upstash pour plus de simplicité pour vous montrer ce qu'il y a dans le Redis ici. Parce que aussitôt qu'un service est démarré, il enregistre des configurations spéciales au niveau du cache pour vous permettre à d'autres services qui vont faire un discovery, peut-être manuel ce discovery, pour savoir comment les autres services sont déployés. Étant donné que j'ai effectué un déploiement local, si je viens dans mes données, le data browser ici, je rafraîchis, je devrais voir un déploiement local ici du service Any Microservice Node. Bon, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est pas grave pour l'instant. Vous voyez que le déploiement local que nous avons effectué tout à l'heure, il a enregistré une information dans le cache pour dire, moi, on a effectué un déploiement pour ce module, il est déployé en tant que serveur. Là, je viens d'effectuer un déploiement dans le cloud côté AWS, et comme lambda function, vous voyez l'URL dans le statut de déploiement. Ici, j'ai l'URL d'accès à la lambda function.
Lui aussi, lorsqu'il démarre, il enregistre une information dans la mémoire cache pour dire, moi, j'ai été démarré en tant que lambda. Il se précise très bien. Si je veux déployer sur un autre mode production, comme je disais tout à l'heure, puisque j'ai un fichier aussi prod.json pour effectuer un autre déploiement, je peux taper une commande similaire, npm run deploy prod. Lui aussi va effectuer un déploiement en production et il va enregistrer une information dans la mémoire cache pour dire, je suis déployé en mode production. Comment est-ce que je fais cela? Dans le fichier app.js, si je me trompe, .ts, si je ne me trompe pas, il y a une instruction qui lit le contenu de la variable d'environnement isLambda. Si cette variable est true à ce niveau, vous verrez que chaque module qui se déploie au niveau du démarrage, il enregistre cette information avec cette clé dans la base de données pour dire, moi, je suis démarré en mode lambda, moi, je suis démarré en mode serveur. De cette façon, si plus tard, un module A qui est démarré en mode serveur, vous communiquez avec un module B qui est démarré en mode lambda, il vient checker d'abord dans la mémoire cache, ici, puisque c'est enregistré. Je mets cela à nouveau. Il se rend compte que, hey, le module B est démarré en tant que serveur. Donc, pour communiquer avec le module B, je dois procéder de façon différente. C'est vrai, c'est toujours deux protocoles. En général, c'est soit effectuer une REST API du module A vers le module B, si c'est une communication synchrone, soit utiliser le principe, le pattern publish and subscribe. Mais pour le pattern publish and subscribe, ici, il y a une subtilité. Parce que pour des besoins de performance et d'agilité, pour un service qui est déployé dans le cloud ici, moi, j'ai mis en place une communication à travers le service AWS SNS qui permet d'effectuer les publish and subscribe d'événements beaucoup plus facilement. Donc, si le module est déployé dans le cloud, c'est le service AWS SNS qui sera utilisé pour effectuer les publications et les lectures d'informations pour communiquer de façon asynchrone entre deux modules. Si c'est déployé de façon classique sur un serveur on-premise, alors ici, nous, on utilise Redis aussi pour effectuer la même tâche, pour effectuer le publish and subscribe d'événements. Bon, pour vous montrer cela de façon un peu plus claire, je vais vous montrer un tout petit exemple de comment le module va se comporter s'il lui reçoit un événement dans notre module. C'est-à-dire, si un module, par exemple, s'est rendu compte que ce module, si lui, il est déployé en tant que serveur, comme nous on l'a fait, puisque je vous l'ai montré ici, il est déployé en tant que serveur, on se trouve, par exemple, dans un autre environnement. Supposez qu'ici, dans mon terminal, je suis dans un module B. Et dans ce module B, je peux effectuer une requête, on va l'appeler comme ça. Je vais envoyer un événement, je vais dire, dans Redis, au service, au module A qui est ici, qui est déployé en tant que serveur. Donnez-moi quelques secondes, je vais récupérer. Oui, cette commande. Je publie juste un événement dans un channel, dans un topic que le module A, lui, va écouter. Le topic ici s'appelle channel A, tout simplement. J'envoie un événement dans channel A. Vous voyez que ce module, si lui, il écoute ces événements, communication asynchrone, il va effectuer les tâches de processing et retourner et continuer son fonctionnement comme il a l'habitude de fonctionner. Par contre, si c'est une communication synchrone que je veux faire vers ce module, j'ai juste à utiliser l'API. Supposons que je veux créer un article en utilisant le module de gestion des articles. Ici, par exemple, j'ai préparé des API CRUD ici pour le modèle article que j'ai mis en place dans le projet. J'ai fait juste une requête classique, comme on a l'habitude de faire pour enregistrer une information, un article qui a un titre, une description. Et boum, j'ai une réponse. Ce module a créé des articles. Et si je viens, par exemple, je peux vous montrer aussi la base de données ici que j'ai. En utilisant l'application MongoDB Compass, parce que j'ai mis en place 3 bases de données, une pour le mode de déploiement local et 2 autres bases de données, notamment pour le mode de déploiement cloud en dev et en production. Ici, si j'ouvre la base de données du mode de déploiement local, vous verrez que j'ai effectivement un enregistrement que je viens d'effectuer. Il y a de cela quelques secondes pour enregistrer un article. Tandis qu'en dev, je n'ai pas d'article qui soit enregistré pour l'instant, ce qui est normal. En production aussi, je n'ai pas d'article. Donc, nous avons vu ensemble comment envoyer un événement à un module en utilisant Redis, en utilisant Publish and Subscribe, puisqu'ici dans le code, vous verrez qu'il y a effectivement un service qui se charge d'écouter les événements qui sont envoyés à ce module-ci. Dans le fichier Redis Subscribe, .ts, vous verrez que lui, il écoute les événements qui le concernent et effectue des tâches de processing. Aussi simple que ça. Là, ça concerne Redis lorsque c'est déployé côté serveur. Supposons maintenant que je souhaite communiquer avec un module qui est déployé dans le cloud. Pour le cloud, par contre, j'utilise SNS.
pour le faire. Donc ici, j'ai plutôt un fichier sns.subscribe.ts qui permet d'écouter les événements envoyés à travers le service AWS SNS. Pour chacun des événements, j'effectue des actions très précises. En mode, ici, il y a une action que j'effectue pour l'événement que j'ai simplement appelé policy A et pour l'événement policy B. On va effectuer une simulation très rapide côté AWS pour vous montrer cela. Supposons, là, je vais avoir accès à ma lambda function. Je vais l'ouvrir ici. Supposons qu'on veut envoyer un événement au mode de déploiement production qu'on a utilisé tout à l'heure dans le cloud. Je vais localiser déjà cette lambda function, c'est celle-ci, mode de déploiement prod. Ici, on va effectuer un test pour l'envoyer un événement pour voir comment elle se comporte. Là, je vous ai préparé déjà la structure d'un événement envoyé par le service AWS SNS. Je le mets ici. Ou bien sûr, il faut choisir le type d'événement envoyé. Je vais choisir une notification SNS. J'ai mis le contenu de la notification. Vous verrez ici que j'envoie un message dans le channel A. Parce que moi, je sais que ce module que j'ai mis en place, lui, il écoute le channel A, il va effectuer une tâche très précise et envoyer une réponse. Bien sûr, vous pouvez mettre du code ici pour effectuer des opérations propres aux événements que vous écoutez. Moi, je l'ai rien mis pour l'instant parce que ça, c'est un but illustratif. Bon, si je viens ici, je teste cet événement pour voir si la fonction va réagir. J'envoie. Oups, je dois mettre un nom. Ah, c'est bon, ça a exécuté. Ici en haut, on a le statut d'exécution. J'ouvre le détail, vous verrez qu'effectivement, il a exécuté et renvoyé cette réponse par la suite. Filter policy A processed. Pour dire, on a simplement exécuté la policy A. Bon, c'est quelque chose de très basique que j'ai mis en place parce que ce module m'a servi de template pour effectuer pas mal de projets de migration. Là, je viens de vous montrer comment les différents modules peuvent communiquer entre eux, quel que soit le mode de déploiement, que ce soit on-premise ou alors que ce soit dans le cloud. Mais comment est-ce que ce module lui est structuré en termes de configuration? Parce que je vous ai montré des variables d'environnement déjà pour le mode de déploiement local et aussi des variables d'environnement pour le mode de déploiement dans le cloud. Mais ici, il faudra préciser aussi que pour la gestion de Redis, pour partitionner mes données ou alors m'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre les données que moi j'ai entre mes différents modes de déploiement, les différents environnements de déploiement, considérons-les comme ça. Si on déploie le module en utilisant le mode local, ici j'utilise un préfixe dans Redis. Pour toutes les clés que j'utilise pour effectuer des enregistrements au niveau de Redis, vous allez voir, il met l'environnement juste devant. Ça permet une bonne séparation. Ça peut vous permettre d'utiliser le même serveur Redis dans plusieurs contextes. Je préfère préciser dans plusieurs contextes, dans le même sens, parce que ça ne fera aucun sens, par exemple, d'effectuer un déploiement où les données de production se trouvent nez à nez avec les données à mon développement. Non. Mais peut-être, si vous effectuez un développement très précis où vous avez des données d'un même style d'environnement, c'est-à-dire c'est toujours en production, mais vous voulez partitionner les données de façon différente, vous pouvez utiliser cette stratégie. Ici, c'est juste un but illustratif. Vous voyez aussi que pour le déploiement dans le cloud, pour l'environnement dev ici, j'ai un préfixe qui est utilisé pour toutes les clés de ce module-ci. Merci, merci, merci. On te laisse continuer parce qu'il y a 4 questions encore qui arrivent. On avait prévu 10 minutes. Est-ce que tu veux encore continuer ou on va commencer à poser des questions? Bon, là, je suis presque à la fin, ça dépend de toi. Ok, bah écoute, on passe aux questions. Alors, la première question, elle vient de Fatou, une question marocaine. Alors, je vais te l'afficher. Je vais la lire aussi. Comment optimiser les opérations IT pour maximiser l'efficacité tout en minimisant la complexité? Ok, je pense que cette question-ci, moi, je la comprends très bien. C'est une question qui est beaucoup plus grande que la phrase que Fatou vient d'énoncer. Parce que là, cette question, directement, à moi, elle suscite de la migration dans son grand ensemble. OK? Parce que si vous voulez optimiser vos opérations IT avec le maximum d'efficacité, vous devrez peut-être considérer effectuer des migrations ou examiner, comme je disais au début de la présentation, si vous avez besoin du cloud pour effectuer certains services et si vous n'avez pas besoin du cloud pour effectuer d'autres. Et aussi, si on parle de migration cloud, il y a plusieurs stratégies de migration dans le cloud aussi. Là, c'est un sujet qui est encore plus énorme. Si par exemple, pour votre déploiement ou bien pour votre optimisation, la question du coût est une question hyper importante, comme l'exemple de la startup que j'ai pris au début, qui souhaite démarrer un service dont elle n'est même pas sûre que le service va résister durant les 2 prochaines années.
peut-être aller dans le cloud, c'est une bonne idée. Parce qu'en allant dans le cloud, la startup en question va payer uniquement pour le service dont elle a besoin à l'instant T. Et c'est tout. Elle n'a pas besoin d'investir peut-être 10 millions, beaucoup d'argent en termes de francs CFA pour pouvoir mettre en place son infrastructure IT et par la suite se rendre compte que les clients, en fait, n'apprécient pas le service du tout. Ça sera une grosse perte. Et aussi, il y a aussi la flexibilité au niveau opérationnel. Si vraiment aussi c'est un grand avantage pour vous, vous ne souhaiterez pas assumer tout le total cost of ownership, comme on dit souvent en anglais, le coût total d'appartenance des ressources, que ce soit en termes d'achat, si vous êtes en premise par exemple, et en termes de maintenance au quotidien, peut-être aller dans le cloud aussi est une bonne idée, mais il faudra vraiment cibler c'est quoi vos besoins que vous voulez corriger avant de pouvoir passer par des stratégies de migration cloud que vous allez mettre dans un tableau et s'assurer de prendre les bons éléments pour votre cas. C'est aussi la raison pour laquelle les métiers comme architecte de solutions existent pour pouvoir effectuer ce genre de choix. Ce n'est pas toujours une bonne idée de confier ce genre de choix aux développeurs logiciels, même si on sait qu'ils sont tous intelligents. Moi aussi, à la base, je suis un développeur logiciel. Mais parfois, c'est important de laisser cette responsabilité à quelqu'un dont c'est l'unique domaine, c'est l'unique rôle dans l'équipe, de s'assurer que notre migration, de s'assurer que notre infrastructure soit optimisée. Merci, Orlando. Une autre question, comment gérer, attends, je te la fixe, hein. Okay. Comment gérer les problèmes de latence et de performance lorsque tu effectues une application critique de on-premise vers le cloud? OK. Comment gérer les problèmes de latence et de performance lors de la migration des applications critiques vers le cloud? Est-ce que là, on parle de latence au niveau même de la migration ou au niveau du fonctionnement des applications? Là, je suis un peu dubitatif concernant la question. On va considérer que c'est la migration globale, en fait, que ce soit au niveau réseau, au niveau de toutes les couches ISO, oui. Au logiciel, niveau l'application. D'accord. Oui, je vais répondre brièvement pour le niveau réseau. Au niveau réseau, si vous voulez effectuer une migration et s'assurer qu'il n'y ait pas assez de temps de latence, là aussi, ça vous prend de travailler avec des personnes qui ont des profils très précis, qui comprennent comment le réseau fonctionne. Bon, je vais vous prendre un cas très, très précis pour que vous compreniez un peu où est-ce que ça peut aller. Supposez que vous effectuez une migration pour votre entreprise et que vous avez, je ne sais pas trop, soit pétabytes d'informations ou bien des gigantesques quantités de ressources à faire migrer dans le cloud. Vous devez effectuer une tâche. Vous devez d'abord vous assurer, par exemple, en termes de coût, l'outil que vous utilisez pour la migration, la plateforme de cloud vers laquelle vous migrez, qu'est-ce que ça va générer en termes de coût pour migrer vos données? Ça, c'est une première question à prendre en considération. Parce que si vous, dans votre budget, vous avez un exemple, 1 million de francs CFA pour effectuer votre migration et que cet argent ne suffit même pas pour migrer toutes vos données, ça ne vaut pas la peine. Vous allez faire une migration en moitié. Maintenant, supposons même que la question de budget est remplie, vous avez le budget. Ça, c'est bien entendu si la plateforme en elle-même engendre des coûts pour le data transfert des données. Supposons que la question de budget, ce n'est pas vraiment une question, vous avez l'argent pour effectuer votre migration. Maintenant, il faudra s'assurer aussi qu'elle parte rapidement, comme il a dit tout à l'heure, pour la latence. Dans AWS, le service que moi j'utilise le plus, le provider cloud que j'utilise le plus, il existe des moyens très précis pour connecter votre réseau en infrastructure on-premise, directement avec l'infrastructure d'Amazon Web Services pour effectuer des migrations énormes de données qui vous permettront de gagner en temps. C'est pour ça que je disais, je ne sais pas exactement où la question part. Ça, c'est très possible. Ça vous permettra de migrer beaucoup plus rapidement vos données sans effectuer une migration avec juste votre connexion Internet et envoyer les données par simple upload avec des outils précis. Ça, ce sera plus lent que de connecter votre réseau directement au réseau d'AWS avec des outils fournis directement par AWS. Je pense qu'il y a des outils dans ce sens. Je ne sais pas si je me souviens du nom. Snowmobile, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Snowball et Snowmobile, je pense. Exact. Donc, il y a ce genre d'outils que vous pouvez utiliser à votre disposition. Merci. Il nous reste encore 3 questions avec des réponses aussi complètes que tu viens de le faire. Il nous reste 5 minutes. Quels sont les défis, je te l'annonce, quels sont les défis liés à la gestion des applications legacy dans un environnement hybride? Dans un environnement hybride, quels sont les défis liés à la gestion des applications legacy? Bon, déjà, gérer les applications legacy a toujours été un gros problème. Que nous soyons dans un environnement hybride ou pas du tout. Maintenant, si nous sommes dans un environnement hybride, gérer une application
legacy peut être particulier, mais on peut mitiger cette gestion pour la rendre un peu plus simple. Comme par exemple, utiliser une stratégie du genre, pour tous les nouveaux services qu'on met en place, pour tous les nouveaux composants, les nouvelles fonctionnalités qu'on ajoute sur notre application legacy, on peut utiliser les nouvelles technologies. On peut utiliser ce genre de shift pour alléger la tâche de gestion. En utilisant les nouvelles stratégies, les nouveaux patterns, les nouvelles façons d'implémenter les nouvelles fonctionnalités dans cette application legacy, on court, du moins on tire cet avantage suivant lequel, pour les nouvelles fonctionnalités là que nous avons mis en place, on ne va pas trop souffrir parce qu'on a utilisé les nouveaux paradigmes. Et maintenant, on continue de se focaliser sur les précédents paradigmes utilisés dans l'application legacy pour la gérer comme on avait l'habitude de le faire. Mais ici, c'est très clair que d'autres personnes effectuent des migrations très, on va dire ça comment, très poussées pour faire passer un projet legacy, pour faire fonctionner un projet legacy avec des projets dans le cloud, mais ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment une question très large, je pense. Merci. Comment assurer une intégration transparente entre les ressources cloud et on-premise? Comment assurer une intégration transparente entre les ressources cloud et on-premise? C'est sûr que dans tout ce que nous on fait au quotidien, que ça concerne les déploiements on-premise et les déploiements dans le cloud, il faudra bien sûr s'assurer d'avoir un bon monitoring. Aujourd'hui, le monitoring est devenu quelque chose de très essentiel lorsqu'on met en place des infrastructures. Cela vous permettra de savoir lorsque quelque chose va mal. Et lorsque ça va mal, justement, c'est très transparent. Dans votre dashboard de monitoring, vous saurez ce qui coince et vous allez le résoudre, aussi simple que ça. Dans AWS, par exemple, il y a plusieurs outils qu'on utilise pour le monitoring. Je pense actuellement au service ou à la fonctionnalité AWS X-Ray. Je pense à d'autres services autour comme CloudWatch et consorts qui vous permettent d'avoir une très bonne visibilité sur votre infrastructure. Et il y a aussi cette fonctionnalité de, j'espère ne pas me tromper de nom, c'est le EMF, Electronical Metric Format, si je ne me trompe pas, qui vous permet, par exemple, dans votre application, d'envoyer des événements très précis pour enregistrer certains statuts. Et dans votre dashboard, vous avez accès à tout cela, vous savez exactement comment votre infrastructure se porte. Avant-dernière question, quels sont les paramètres à prendre en compte pour mesurer les flux de sécurité entre le on-premise et le cloud? Tu as dû répondre, je pense, quand même. Ouais, c'est vrai que sur le plan sécurité, peut-être, je n'aurais pas une réponse un peu plus précis que certains profils. Mais ici, moi, je dirais, ça c'est vraiment mon point de vue, si on veut mettre en place une sécurité très optimale dans un environnement hybride où on a les composants on-premise et les composants dans le cloud, il faut déjà éviter de penser de façon globale. Donc, gérer la sécurité de façon unitaire pour chacun des composants et peut-être même pour chacun des sous-composants. Parce que, comme on le dit souvent, ce n'est pas parce qu'on est déployé dans le cloud que finalement nous sommes sécurisés. Et si vous avez suivi les précédentes présentations, vous verrez qu'il y a plusieurs modes de sécurité. Le cloud, le fournisseur de cloud, lui te fournit une sécurité de l'infrastructure physique. Tu ne sais pas où les data centers d'AWS sont situés. Peut-être tu as une idée globale, comme par exemple, on peut avoir une availability zone à Montréal, je ne sais pas trop au Canada, ou alors en Afrique du Sud. Mais de façon physique, tu ne sais pas où ils sont situés. Eux, ils s'assurent de sécuriser cela et de s'assurer que leur infrastructure fonctionne très bien. Mais toi, tu vas t'assurer de ta sécurité étant dans le cloud. Étant dans le cloud aussi, tu peux être persécuté par des hackers qui veulent avoir accès à tes données. Parce que moi, ça m'est arrivé de déployer une base. C'est la question. C'est quels sont les paramètres à prendre en compte, en fait? Oui, on peut utiliser la sécurité en transit, par exemple, comme on l'appelle souvent. On peut utiliser, il y a des services comme AWS IAM qu'on peut utiliser pour mitiger la sécurité. Et le plus souvent, on demande d'utiliser le Least Privilege Access aussi. C'est un principe qui veut dire donner uniquement la sécurité dont chacun a besoin pour effectuer ses tâches. Vous n'allez pas confier un rôle d'administrateur à quelqu'un qui n'a juste besoin que de lire un bucket S3 pour voir s'il y a des fichiers qui ont été uploadés à l'intérieur. Donc, vous allez utiliser ce genre de stratégie pour pouvoir garantir la sécurité au maximum. D'accord. Donc, la stratégie, en fait, elle va résider surtout sur IAM, en fait. C'est surtout sur IAM. D'accord. Parfait. Dernière question. Alors, je vais te l'afficher. Comment et à quel moment se rafraîchissent les données sur Redis lorsqu'elles deviennent obsolètes? Comment et à quel moment se rafraîchissent les données sur Redis lorsqu'elles deviennent obsolètes? Redis, lui, fonctionne juste comme un tableau où vous venez mettre vos données à l'intérieur. Lui ne décide pas pour vous. En enregistrant vos données dans Redis, vous pouvez donner une date d'expiration, si je ne me trompe pas. Vous pouvez enregistrer une clé, vous donner une date d'expiration d'un jour. C'est-à-dire, après 24 heures,
ces données et les supprimer de façon automatique. Ou c'est à vous aussi d'enregistrer des informations de façon manuelle et de vous assurer de les mettre à jour lorsque nécessaire. Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure durant la présentation pour le cache miss et le cache hit. Si vous récupérez une information dans le cache et n'est pas disponible, vous récupérez la même information dans la BD, vous l'enregistrez dans le cache. Si vous voulez vous assurer que Redis contient toujours l'information à jour pour votre donnée, c'est à vous de le faire. Redis ne le fait pas pour vous. Il vous donne les outils, il vous donne les structures de données et c'est à vous de jouer, d'effectuer le reste. D'accord. Une dernière question, ensuite j'aurais juste une dernière chose. Attends, je te le mets. Alors, elle est un peu longue la question. Je ne sais pas si tu la vois. Ici. OK. C'est y a-t-il des moyens de coupler un cloud on-premise basé sur quelque chose comme OpenStack et le cloud AWS pour que cela fonctionne comme un cache pour l'ensemble des services AWS? Je ne sais pas si tu vois la question. Oui, y a-t-il des moyens de compléter, de coupler un cloud on-premise basé sur quelque chose? Ce sera la dernière question. Oui. Oui, il y a des moyens. Il y a plusieurs stratégies utilisées dans ce sens. Et il y a par exemple des services aussi dont les clouds eux-mêmes fournissent pour faciliter ce genre d'intégration. Actuellement, je pense par exemple au service, j'espère que le nom est correct, c'est Azure Stack, si je ne me trompe pas, qui lui aussi vient un ensemble d'outils qui permet d'intégrer vos infrastructures on-premise avec le cloud. OpenStack aussi. Oui, merci Didier. OpenStack aussi permet de le faire avec certaines intégrations, mais ça prend beaucoup d'expérience de comment OpenStack fonctionne. Et je pense que AWS aussi a ce service-là qui permet de déployer un peu comme une partie de l'infrastructure AWS on-premise. Est-ce que tu as une idée du service, Didier? Je pense que je l'ai oublié. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est vrai que ça existe, oui, c'est vrai. Il y a un service pareil qui vous permet en fait de fonctionner en local comme si AWS était directement lié à votre infrastructure physique. Et si je me souviens du service, je vous ferai savoir, je ne sais pas trop, par le chat plus tard. Pas de souci. Bah, écoutez, on a excédé de 2 minutes, mais je pense que c'était vraiment une bonne session. Merci beaucoup pour, déjà pour ta présentation. Moi, je l'ai trouvée très complète et très solide. C'est vraiment du costaud. Et j'étais encore plus étonné par tes réponses. Je ne sais pas comment tu as fait pour répondre à toutes ces questions. Donc, des questions qui venaient du Maroc, du Mali et du Sénégal. Je trouve que tu as très bien répondu. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, Orlando. Et vive le Canada et vive le Québec. Juste une dernière petite chose. Si vous avez apprécié comme moi, en fait, la présentation d'Orlando, je vous propose de répondre à ce questionnaire, voilà, pour donner en fait votre avis et puis voilà, pour donner votre avis sur la session. Une dernière question, mais vous l'avez quand même beaucoup martyrisé, Orlando. Orlando, une question peut-être ouverte. Si tu avais un conseil à donner, toi, en tant qu'expert informatique, sur ce sujet, quel serait-il? Si j'avais un conseil à donner, quel serait-il? Bonne pratique, mauvaise façon de faire c'est assumer que les succès passés seront des succès futurs. Un peu comme le biais cognitif de façon générale. Parce que une infrastructure ou alors un modèle que tu as appliqué pour une application précédente, l'appliquer ailleurs ne sera pas forcément garantie de succès. Tu dois considérer les paramètres, le contexte actuel avant de te lancer à fournir une solution et essayer de résoudre les problèmes que tu rencontres. C'est ce que je dirais. Parfait. Bien, écoutez, ce sera notre dernier point. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis surtout, ne ratez pas la fin de la keynote par Amadou. Et puis, moi, j'ai passé un très bon moment. Merci, Orlando. Merci. Bye bye. Bye bye.